Bonjour à tous et bienvenue dans Participe Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Soulage, qui est experte en Open Banking et paiement, et avec qui nous allons parler de comment rompre avec les anciens modèles bancaires grâce à l'Open Banking. Tout d'abord, merci beaucoup Hélène Soulage d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. Je vous en prie. Alors, j'ai une première question qui concerne les modèles bancaires qui sont en cours de mise en œuvre grâce à l'Open Banking. Quels sont les modèles que vous observez en France ou à l'échelle européenne? Ils sont diverses en fait. On voit par exemple l'émergence de banking as a service avec des banques qui vendent en fait des modules bancaires et qui vendent aussi l'accès à des licences par exemple, donc qui vendent leurs propres services en marque blanche. On voit aussi évidemment une modernisation des anciens systèmes avec l'émergence de toutes les banques en ligne qui ont une expérience client absolument merveilleuse par rapport à certaines banques traditionnelles. On voit avec Open Banking, bien sûr, l'émergence de produits qui sont plus intéressants pour le client dans certains cas, comme dans le domaine du prêt. Et on assiste surtout à une émergence de partenariats dans tous les sens. On voit bien sûr des ventes en marque blanche de solutions et on voit une floraison de banques très spécialisée comme Coconut par exemple qui va être spécialisée dans les consultants ou Monessé qui va être spécialisée sur les migrants et qui peuvent comme ça se développer très rapidement grâce à des partenariats parce qu'elles utilisent des modules qui sont déjà existants. On voit un gros développement d'écosystèmes, de développeurs, de systèmes intégrateurs et qui travaillent tous ensemble, qui se recommandent les uns les autres, qui mettent en place des programmes de recommandation. On voit aussi l'émergence de partenariats avec d'autres secteurs d'activité, comme par exemple, grâce à l'analyse des données sur un compte bancaire, on peut recommander une autre compagnie d'électricité ou de portable. Le développement aussi de synergie parfois entre des banques par exemple et des compagnies de téléphone, par exemple Fiddler et Telefonica ont comme ça développé une application mobile. Et puis surtout, on voit une intégration de plus en plus grande des services financiers dans l'expérience client. Donc typiquement, vous avez des sociétés comme Klarna qui, au moment où vous payez un produit, vous propose éventuellement un prêt pour vous aider à le payer, ou vous avez des sociétés comme Uber où vous ne payez même pas, vous avez votre moyen de paiement enregistré et ça se fait tout seul. Voilà. Oui, et à part justement ces partenariats et ces rapprochements entre fintech ou banques traditionnelles, quelles sont les stratégies qui sont mises en place par ces dernières, donc par les banques traditionnelles, pour mener à bien les chantiers d'APIisation? Ouais, en fait, les banques suivent différents types d'objectifs. Certaines se contentent de mettre en place leurs obligations légales. D'autres en profitent pour essayer un peu d'améliorer les capacités de systèmes existants qui ne sont pas toujours très performants. Quelques-unes en profitent aussi pour essayer d'offrir un meilleur équilibre entre la sécurité et l'expérience de l'utilisateur, qui est toujours un équilibre compliqué à trouver. Et en fait, ça se traduit par, en gros, 4 catégories. Il y a une amélioration, une utilisation de l'API pour améliorer l'intégration, pour être plus en conformité avec les standards de l'industrie et obtenir, par exemple, des données des systèmes existants. Après, il y a une amélioration au niveau de la connectivité pour, par exemple, avoir des données en temps réel qu'on peut faire avec des API. Si elles sont stables. Après, Banking as a Platform, encore, qui est un des piliers vraiment en développement à l'heure actuelle et qui permet de commercialiser certains modules, d'optimiser une licence bancaire, de générer des nouveaux revenus, en fait. Et puis, après, il y a l'API qui permet d'innover et d'offrir des nouveaux produits aux clients.
Et pour les clients, justement, pour intensifier la relation avec ces derniers, comment est-ce que les banques peuvent saisir l'opportunité de l'open banking? Est-ce que vous avez quelques cas d'usage peut-être concrets? Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a l'aspect où Open Banking permet d'améliorer l'expérience client en absolu. Et ça, c'est valable pour tous les clients. Ça permet une meilleure expérience au moment de la prise en charge, par exemple. Alors, je vous donne un exemple. Quand on prend en charge un client, on lui demande potentiellement beaucoup de documentation. Là, ça permet de digitaliser, en fait, l'identification du client, donc de faciliter en fait la vérification d'identité, la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça permet par exemple d'avoir des informations sur d'autres comptes clients pour offrir un produit à un client. Et ça permet aussi des paiements de compte à compte qui sont aussi digitalisés, donc simplifiés. Maintenant, une banque a en général 3 types de cibles, les particuliers, les PME et puis les grandes entreprises, qui chacune en fait peuvent bénéficier. Donc par exemple, les particuliers, ce qu'on a beaucoup vu sur le marché anglais, c'est une révolution dans le prêt. Avec une capacité en fait d'évaluer la capacité d'emprunt d'un client qui est d'un seul coup devenu en temps réel et puis beaucoup plus fine en termes d'analyse des données. Mais ça permet aussi, par exemple, d'offrir à un client de l'aider à faire des économies. Donc, par exemple, je vous dis, à chaque fois que vous achetez une baguette de pain, vous payez avec votre carte, elle vous coûte 1,45 €, je vous arrondis à 2 €, la différence, je la mets sur un compte d'épargne. Donc, on a vu aussi beaucoup ces solutions et puis on a vu aussi beaucoup de solutions. On peut développer des solutions d'aide aux clients en termes de conseils financiers et notamment, par exemple, en termes d'offres de solutions d'investissement de l'argent qui est sur leur compte courant. Pour les PME, les grandes lignes sont plutôt l'intégration avec des parties externes tels que Xero ou QuickBooks, qui permettent en fait de gérer la comptabilité d'une entreprise et donc l'intégration directe des flots de paiement. On a aussi vu une intégration et un développement des interfaces de gestion des factures et une automatisation des activités de collection qui en fait permettent directement par exemple, il y a des solutions comme GoCardless qui permettent donc de collecter les paiements d'une entreprise et finalement, bien sûr, des solutions de paiement pour les commerçants en ligne. C'est-à-dire qu'avec un paiement open banking ou un open payment, on peut en fait désintermédier le paiement par carte et offrir une solution de compte à compte qui permet donc de ne pas payer l'interchange de la carte. Pour les grandes entreprises, on a aussi des solutions donc, de paiement et de collection de paiement qui sont assez en miroir avec celles que je viens d'évoquer. Et puis, on peut aussi faire des paiements internationaux qui sont plus rapides avec une amélioration de la traçabilité. On a une meilleure intégration des données pour faire du reporting qui est quand même beaucoup plus précis. Et puis, on a aussi des API qui permettent de faire de la conformité avec les législations concernant le blanchiment d'argent. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que c'est beaucoup de ressources. Et puis, il y a des solutions qui ont été développées, par exemple, quand les sociétés font des paiements de premium d'assurance, de leur permettre de vérifier en fait que la personne à qui elles payent est bien la personne à laquelle elles veulent payer et donc de bénéficier d'un environnement qui est finalement beaucoup plus sécurisé. Voilà. Merci pour tous ces cas d'usage. Alors, j'ai une dernière question qui est plutôt ouverte vers le futur. Quelles sont les perspectives d'open banking en Europe dans les prochaines années, surtout quand on vit un contexte extrêmement inédit avec la pandémie de la Covid-19? Alors justement, je pense que malheureusement, on va assister à probablement une consolidation du marché. Il y a énormément, peut-être pas tant en France, mais dans des marchés comme l'Angleterre, de petites fintech qui pourraient ne pas survivre. Mais je pense qu'en fait, les plus gros acteurs vont racheter.
les plus petits. Et donc, on va voir certainement une diminution du nombre des acteurs. En revanche, la pandémie a clairement démontré l'avantage des solutions financières, bancaires en ligne. Il y a une augmentation de l'utilisation des services en ligne, il y a une augmentation du sans contact. Donc, je pense que c'est très clair qu'il y a des avantages énormes. Et je pense évidemment qu'on va bouger de Open Banking finalement vers Open Finance avec une intégration complète, sans forcément d'ailleurs l'intervention des législateurs, de l'expérience dans l'expérience client. C'est tout à fait ce sur quoi on s'oriente. Et par exemple, comme je viens de l'évoquer, sur des applications comme Uber ou avec Klarna, vous avez de plus en plus vos services financiers finalement sont intégrés dans l'expérience de votre application ou dans l'expérience de votre achat. Et avec la capacité en fait de le changer de point de vente, c'est-à-dire que vous soyez en ligne, que vous soyez dans le magasin. On va aussi certainement, en termes plus spécifiquement de banque, voir un équilibre s'établir ou pas d'ailleurs entre une standardisation d'un côté, avec des organisations comme le groupe de Berlin, comme OBI, qui essaient de développer des standards au niveau d'un marché, au niveau d'un pays ou au niveau d'une région, pour que les acteurs puissent récupérer les informations de façon un peu standardisée. Et de l'autre côté, en fait, des entreprises comme les TSP qui vont récupérer toutes les informations des API et puis les transformer en données que des utilisateurs finaux peuvent transformer en solutions pour les clients. Donc là, il y a deux systèmes en parallèle et on va certainement voir à un point une premiumisation des API. À un moment, je pense que les banques vont faire payer pour des API de bonne qualité et stables. Ce qui va un peu à l'encontre de l'esprit de la législation, mais je pense que ça va arriver. Et en termes plus précisément de paiement, on assiste à une désintermédiation de certaines activités traditionnelles des banques. Par exemple, pour l'authentification par le compte bancaire. Donc, à l'heure actuelle, un paiement Open Banking est assez compliqué parce qu'on passe de l'application du commerçant à l'application de la banque pour autoriser le paiement, ce qui fait une expérience client pas très satisfaisante. Et il y a des acteurs comme Trustly qui sont d'ailleurs très dominants sur certains marchés, qui commencent en fait à entrer sur les marchés européens comme l'anglais, comme l'Angleterre, la France, pour développer des solutions qui intègrent complètement l'expérience. Donc, ils reprennent complètement le process en entier. Et puis, il y a un autre aspect que je trouve assez amusant, c'est qu'on voit les acteurs classiques qui sont en train de se faire des intermédiaires, qui du coup développent des nouvelles solutions. Et alors, par exemple, Swift a développé toute une offre d'API avec des vérifications d'identité, avec des paiements à l'international, des paiements en temps réel, des systèmes, des API de gestion des disputes, avec Mastercard et Visa qui investissent beaucoup dans des fintechs qui font de l'open banking et qui développent certaines solutions. Merci beaucoup, Hélène Soulage, pour tous ces éclairages. Donc, quant à vous, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Participe Talks. Au revoir.